Alors voilà pour ce thème des aidants naturels. On va parler maintenant de la position exprimée hier par un communiqué. En fait, c'est une lettre qu'ils ont écrite au premier ministre, mais qui est devenue, dans le fond, une lettre à toute la société. Les pédiatres du Québec, l'Association des pédiatres, qui supportent l'ouverture quasiment la plus rapide possible. On dit que c'est non seulement souhaitable, mais c'est nécessaire que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Dr Gilles Julien, pédiatre, bien connu pour le côté social de la pédiatrie, est avec nous. Bonjour, Dr Julien. Bonjour. Parlez-nous un peu, parce que dans le communiqué des pédiatres, il y a quand même des craintes qui sont exprimées sur le confinement. Oui, le confinement pour la propagation du virus a des bienfaits, mais il y a des inquiétudes sur ce que ça fait pour les enfants par ailleurs. Hein? Bien, absolument. Bien, nous, ça fait 2 semaines qu'on commence à taper du pied parce qu'on est en lien, nous, avec les enfants les plus vulnérables. On appelle, tout notre personnel est mobilisé pour appeler dans les familles, pour répondre à leurs besoins, les rassurer. Puis finalement, la majeure, c'est de les rassurer. Les enfants étouffent, les enfants en difficulté sont plus en difficulté. Il n'y a pas de prévention qui se fasse. Là, je suis totalement d'accord avec l'Association des pédiatres. Là, notre position est claire. Au niveau de la santé mentale, c'est devenu un peu une catastrophe. Les anxiétés sont au plafond. Les parents sont complètement dépassés quand tu as plusieurs enfants tout seuls dans une même maison, que les voisins crient parce que les enfants tapent du pied, puis ils ne peuvent pas sortir dehors. C'est devenu quelque chose d'extrêmement dangereux pour nous. Et comme il n'y a pas de prévention, comme il n'y a pas d'intervention directe, comme les enfants peuvent pas sortir, mais pour nous, ça devient là, une série de droits d'enfants bafoués pour mieux les protéger. Mais là, à un moment donné, il faut se poser des questions parce que si ça dure trop longtemps, on va avoir énormément de difficultés à y arriver. Il y a entre autres la baisse des signalements à la DPJ qu'on ne voit pas nécessairement comme une bonne nouvelle, là, hein? Bien, il y a moins de filets de sécurité. C'est sûr qu'on travaille sur le terrain quand il y a des abus ou des négligences. L'école nous interpelle, le système de garde aussi. On se parle, on va voir la famille, on s'implique. Mais là, cette espèce de filet de sécurité-là, il est vraiment au minimum actuellement. Il y a de l'anxiété, mais il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'exposition à la violence. Les parents n'y arrivent plus, puis là, la DPJ non plus, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils actuellement. Ils doivent patienter, il n'y a pas de tribunal, il n'y a rien. Donc, il faut vraiment redonner à nos enfants l'espoir, puis diminuer leur anxiété sur le terrain, les ramener dans les parcs, les ramener à l'école progressivement. On est tout à fait d'accord qu'il y a certains risques, mais là, on pense que les risques de confinement des enfants, surtout dans les milieux en ville, dans les milieux de grand confinement, c'est peut-être pire que de laisser aller nos enfants. Puis il y a toute la question aussi de l'auto-immunité qu'on va développer, qui est importante. On ne veut pas une deuxième vague qui va nous arriver en pleine grippe cet automne. Ça va être catastrophique. Donc, de ce point de vue-là, vous pensez que ça a de l'allure? Même si, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est niaiseux, là, juste 4-5 semaines, dans le fond, entre la mi-mai et la fête nationale, quelques semaines. Pour vous, ces semaines-là en valent la peine? Bien sûr, parce que au niveau prévention, au niveau des enfants, soulager les enfants, les questions des enfants, ils sont simples. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que ma mère va mourir? Est-ce que mon grand-père va mourir? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, et ça, là, la pression, là, c'est comme un presto, c'est sur le bord d'éclater. Alors, les enfants vont retrouver les repères. Ils ont droit à des repères, le professeur, mais il faut le faire progressivement. Nous, on pense qu'on doit cibler les milieux les plus vulnérables en premier. On a une rencontre avec le ministre de la Famille cet après-midi là-dessus. Et une bonne coordination dans les milieux vulnérables va nous permettre de cibler les enfants puis les familles les plus à risque et de commencer par eux en termes de répit, de garderie et de soutien psychologique aussi. Mais là, on a besoin de s'associer ensemble dans les communautés avec les systèmes de garde, avec les maisons de la famille et les centres de pédiatrie sociale. On a eu une grosse rencontre mercredi avec tous les centres de pédiatrie sociale au Québec, les 45 centres. Tout le monde est prêt à recommencer avec les protections qu'on a besoin. Nous autres aussi, on a besoin de se protéger nos employés. Puis on a besoin d'équipements. Alors, si le ministère veut nous aider là-dedans,
puis nous aider à se concerter davantage sur le terrain. On va y arriver, puis on est prêt, nous, à passer à l'action. On l'est déjà, de toute façon. Docteur Julien, vous êtes pédiatre, vous êtes aussi médecin. Qu'est-ce que vous répondez là, rapidement aux craintes des parents qui disent, ben nous, le grand-papa et grand-maman vit avec nous à la maison. Le jeune, on n'est pas inquiet, les jeunes ne l'attrapent pas, la COVID, ou sont pas malades, mais peut devenir un vecteur pour leur rentrer dans la maison. Il y a des profs aussi qui disent, on a 55 ans et plus. Il y a les chauffeurs d'autobus scolaires, une bonne partie sont plus âgés. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont plus craintifs comme ça? Bien, je suis un peu désolé. On devait le faire, mais on a semé de la peur. Et là, on est obligé de gérer cette peur-là. Puis ça va se faire au cas par cas. Nous, quand on appelle d'une famille ou quand on fait une vidéoconférence avec les familles, si on parle à tout le monde, même les grands-parents, le risque est pas grand. On le voit, là, le risque, là, c'est quand il y a un paquet de monde ensemble, âgés, qui se contaminent entre eux, puis qui se font contaminer à cause des soins qu'ils ont besoin. Dans la vraie vie, c'est pas la même chose. Les grands-parents qui vivent dans la maison avec les enfants depuis longtemps, si on est prudent, si on apprend à nos enfants de se laver les mains, etc., le risque est minimal. Puis surtout le risque de complications, même chez les personnes âgées qui sont en bonne santé, n'est pas celui qu'on retrouve dans les CHSLD. Mais là, tout le monde associe les CHSLD, les vieux. Tous les vieux sont à risque majeur. À un moment donné, il faut se raisonner, puis on est à l'étape, puis je pense que le premier ministre est en train de le faire, de raisonner cette peur-là et de prendre certains risques pour éviter d'autres risques. Si la famille est plate, si les enfants sont placés parce que ça crie puis que ça se bat, c'est peut-être un plus gros risque que le petit risque d'attraper le COVID puis d'être très malade avec. C'est une gestion de risque actuellement, et nous, on est pour ouvrir progressivement avec toutes les mesures que la santé publique va nous dicter. Mais il faut que ce soit clair pour tout le monde et qu'on arrête juste d'avoir peur. On n'est pas une société qui a peur. On est une société qui, d'habitude, est d'avant-garde. Alors, profitons-en. Il faut aller de l'avant. Docteur Julien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Merci. Plaisir. Au revoir.